Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et vous écoutez le 7e épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons de nouveau parler vidéo. Après notre grande discussion au coin du feu avec Sébastien Deveau la semaine dernière, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition. Captation, post-production, diffusion, avantages, contraintes, nous allons tenter d'y voir plus clair dans cette folle course aux pixels. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. C'est parti, 7e émission. Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, 7e émission de cette 3e saison du podcast. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui ? Oh, le temps file, c'est dingue. Eh ben, écoute, ça va très bien, Arthur. Et on est en train de rebaptiser le nom de l'émission, là. C'est Faut pas pousser les ISO en vidéo. Ouais, c'est vrai. C'est rare qu'on fasse 2 émissions de suite sur la thématique de la vidéo. Alors là, on va être un peu plus technique cette semaine avec Olivier qui revient pour la 3e fois dans cette émission. Alors Olivier, si tu le permets, je vais te représenter si jamais il y avait un ou deux auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Et tu vas voir, je suis allé un petit peu plus loin dans mes recherches ce coup-ci. Alors Olivier, donc tu es photographe, vidéaste, formateur et youtubeur, véritable entrepreneur. Tu as lancé ta première société en 2009 après avoir suivi un master art et technologie de l'image à l'université Paris 8. Tu as travaillé pendant plusieurs années pour le célèbre studio d'animation MacGuff comme directeur technique. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2016 qui a généré depuis plus de 11 millions de vues et 162 000 abonnés et sur laquelle tu proposes des tests de produits, des conseils et des tutoriels. Aujourd'hui, tu as ta propre société de production, Manala Production, et ton propre centre de formation en ligne, l'Académie des créateurs. Tu as lancé également ton podcast en 2020, Secrets de créateurs, dans lequel tu dévoiles les secrets qui se cachent derrière la création de photos et vidéos au travers des conseils et histoires de créateurs passionnés. Voilà, Olivier, est-ce que j'ai fait le tour de ta carrière là ? Écoute, je crois que tu vas me faire un copier-coller de ça, tu vas me l'envoyer par mail parce que je crois que tu n'aurais pas pu mieux faire pour résumer. À 2-3 petits détails près, mais on est bon. Je n'étais pas directeur, ça s'appelle Technical Director dans le monde du cinéma, c'est un mot anglais qui se traduit pas forcément en directeur technique. Il y en a marre de vos anglicismes. Mais alors, tu faisais quoi chez MacGuff ? Raconte-nous un peu vite fait. J'avais un poste effectivement technique. On était une équipe de plusieurs TD, on appelle ça des TD, à cheval entre les graphistes et les développeurs. Notre but, c'était d'aider les graphistes à débugger leurs scènes en 3D, à créer des outils pour eux. Et on était une équipe de 6, 7, 8 personnes comme ça. On nous appelle les TD. Voilà, c'est un poste technico-créatif. T'avais bossé sur des films d'animation connus un petit peu ? Ouais, moi Moche et Méchant, Moche et Méchant 2, Mignon, le Lorax, Comme des bêtes aussi, voilà. Bon, bah c'est cool. Et parle-nous un peu de ton podcast là, parce que finalement on reçoit un confrère aujourd'hui. C'est vrai, c'est marrant que t'en parles, tu vois, ça fait quelques mois que j'ai du mal à trouver du temps pour refaire des épisodes, mais voilà, il y a eu une première saison en 2020, un début de deuxième saison en 2021, et là je vais recommencer fin d'année. L'idée pour moi c'est d'inviter des créateurs de contenu, que ce soit des gens connus ou pas du tout, enfin des gens qui ont des abonnés ou pas, et de faire découvrir des métiers, faire découvrir des passions dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, donc ça s'appelle Secret de créateur, et effectivement, comme vous, j'adore animer un podcast. Bon, tu peux nous teaser un peu là sur les invités que tu vas avoir bientôt ? Ouais, bah là, toi, prochain invité, on va parler d'argentique tout simplement. Alors pour le coup, c'est un youtubeur, c'est Thomas App, je sais pas si vous le connaissez, il parle quasi exclusivement d'argentique sur sa chaîne. Donc on a fait quelques petits défis argentiques avec nos boîtiers respectifs, des échanges de boîtiers, donc toute une discussion d'1 heure autour de voilà comment débuter en argentique, est-ce que ça fait peur, est-ce qu'on trouve des péloches, est-ce qu'on peut faire développer facilement, comment ça se passe en gros en 2021 pour faire de l'argentique tout simplement. On écoutera ça avec grande attention. Avec attention, et on va y venir aussi, ça. À l'argentique, c'est le futur, on va parler d'ultra haute définition aujourd'hui. J'ai ressorti mon FM2, moi, il y a quelques mois. Ouais, bah attends, voilà. À fond. Bon allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu.
Cette semaine, dans le Flash Actu, OM System lance sa première optique. Panasonic offre une nouvelle focale fixe à sa gamme d'optiques Lumix S et Sony s'installe à Paris pour quelques jours. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Voilà le premier produit OM System ex-Olympus. Il s'agit d'une optique microcaptière en gamme professionnelle, un 20 mm très lumineux f1.4 équivalent à un 40 mm sur une base 24-36. L'objectif est composé de 11 lentilles réparties en 10 groupes avec un élément sphérique, des verres ED et une lentille Super HR. Il est protégé contre les intempéries avec la norme IPX1, intègre un diaphragme à 9 lamelles, pèse 247 grammes et mesure environ 6 cm de long. Il offre une distance minimale de mise au point de 25 cm et donc un rapport de grossissement maximal de 0,22 fois. L'OM System 20 mm f1.4 Pro sera disponible fin novembre et proposé au prix de 699 €. Panasonic continue de développer sa gamme d'optiques pour son système hybride Lumix S 24-36 mm en monture L et introduit donc une nouvelle focale fixe 35 mm. Cet objectif est composé de 11 lentilles réparties en 9 groupes avec 3 éléments asphériques, 3 lentilles extra faible dispersion. Il offre une ouverture maximale généreuse de f1.8 assurée par un diaphragme circulaire à 9 lamelles, un système de compensation du focus breathing et un système autofocus électromagnétique à 240 images par seconde. L'objectif mesure environ 810 mètres de long, pèse 295 grammes et est protégé contre les intempéries. Le Lumix S 35 mm f1.8 sera disponible en novembre et proposé au prix de 679 €. Et enfin, pour terminer, après les Canon Live Stories et le Nikon Day, voici venu le temps du Sony Alpha Experience, un événement réel qui se déroule à Paris jusqu'au 14 novembre prochain dans le 4e arrondissement. Au programme, on peut découvrir des expositions d'ambassadeurs Sony, des participants au Sony World Photography Award et des photographies de l'agence Myop. Il est aussi possible de prendre en main et tester l'ensemble des produits de la gamme des boîtiers et optiques Sony et de suivre des conférences de photographes, vidéastes et experts de la marque, comme par exemple Laurent Baheux, Francis Bompard ou Olivier Jobard. Bon Benjamin, j'ai l'impression que c'est terminé, les annonces de boîtiers, nous revoici revenus dans une vague d'optiques. Ouais, les optiques ça arrête pas, puis c'est intéressant de voir qu'il y a plein de focales fixes qui sortent, mine de rien, et c'est marrant ce petit retour un petit peu au 40 mm. Là, cette année, il y a eu le Ricoh GR version 40 mm, on a eu un Nikkor 40 mm, on a eu un Sony 40 mm f2.5, et là, désormais, on a l'équivalent 40 mm micro 4 tiers. Mais c'est une focale que j'aime beaucoup, donc entre le 35 et le 50, un peu, qui déforme pas trop, qui reste proche de la vision humaine. C'est intéressant. Et puis, c'est la première badgée OM System, donc c'est un retour dans ça montre que finalement puis, c'est pas complètement mort tout ça quoi. A priori non, il y a un boîtier qui est en développement, pour l'instant on ne sait pas plus. Il sortira du coup sous la bannière OM System, donc on parlera plus d'Olympus mais désormais d'OM System pour les optiques, pour les boîtiers, voilà. Ok. Et puis haute focale fixe donc qui sort rapidement, le 35-1.8 qui suit les 24 50 et 85 chez Lumix avec des dimensions égales. Donc ça c'est intéressant, les poids diffèrent mais dimensions sont égales, même longueur, même diamètre, même ouverture. Donc pour les gens qui utilisent des gimbals, je sais pas, peut-être Olivier nous en dira un ou deux mots, c'est pas inintéressant parce que ça permettra d'en calibrer une et puis les autres seront calibrés pareil, en tout cas pour le poids. Et un 18 mm 1.8 est annoncé en développement, donc à suivre. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de ces nouvelles optiques ? Ouais, bah, je découvre avec ton flash actu. Écoute, les optiques c'est toujours intéressant, hein, forcément. C'est comme les boîtiers, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qui arrivent. Bon, au final, j'ai envie de te dire, au final, le but c'est ce qu'on en fait toujours. Après, effectivement, comme l'a dit Benjamin, ce qui est intéressant, c'est ce côté poids, effectivement, qu'on retrouve sur des optiques ciné en général. Pour effectivement utiliser sur un gimbal, c'est très pratique. Il y a toujours une petite différence, mais au moins c'est beaucoup plus agréable à l'utilisation en tant que vidéaste. Donc, si on peut se rapprocher de ce qu'on a en optique ciné sur des optiques photo, c'est très bien. L'idée de réduire aussi ou de faire disparaître donc le focus briefing, l'effet de pompage, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai du mal à le prononcer, hein, je pense comme tout le monde. Tu peux nous expliquer rapidement le focus briefing, parce que c'est vrai que toutes les marques en ce moment insistent beaucoup là-dessus.
Tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que Sony, sur la 7 IV, ils ont fait une petite fonctionnalité en ce sens-là pour cacher cet effet de focus briefing, donc de respiration de l'optique lorsque vous changez de focus. Sur une optique photo, on a souvent l'habitude de voir ça, on l'a accepté, je pense que tous les photographes savent de quoi on parle. Quand on va faire la mise au point à l'avant, à l'arrière, on a un espèce de petit recadrage, un jeu de lentilles à l'intérieur qui fait que voilà, c'est optiquement parlant, ça se passe comme ça. Et sur une optique vidéo, on n'a pas cet effet-là. Déjà, on est souvent sur des focales fixes et même sur les focales, même sur les zooms, on ne va pas avoir cet effet-là puisque c'est très désagréable en vidéo lorsqu'on va faire un zoom. On voit à l'œil nu, hein, au fur et à mesure qu'on le fait d'ailleurs, qu'on peut voir dans le viseur hein, quand ça se produit. Ouais. Et oui, mais on le voit tout à fait dans le viseur. Et c'est vrai qu'en vidéo, c'est très désagréable d'avoir un espèce de recadrage un peu maladroit lorsqu'on change son point. Donc le fait que ça commence à arriver sur des focales photo, c'est très intéressant puisqu'aujourd'hui, nos appareils photo font tous de la vidéo et on achète nos appareils photo aussi en grande partie pour beaucoup de personnes, hein, pas les purs photographes bien sûr, mais pour de plus en plus de personnes pour leurs compétences et leurs capacités techniques en vidéo. Donc forcément, il faut que les optiques suivent et donc ça devient très intéressant et ça semble logique aussi. Alors tant qu'on en est à parler de vidéo, moi j'ai repéré une autre actu. Alors il y a Panasonic qui a dévoilé à l'occasion d'un salon high-tech japonais un prototype donc de caméra à objectif interchangeable qui utilise un capteur organique CMOS Super 35 mm de 35 millions de pixels, conçu donc pour faire de la vidéo 8K avec un obturateur global et ils annoncent une dynamique 4 fois supérieure à celle d'un CMOS traditionnel. C'est complètement dingue ça. Tu crois qu'on va bientôt voir arriver ce genre de capteur organique sur des boîtiers un peu plus grand public, Olivier ? Ouais, je sais pas, j'espère peut-être. Après, faut voir le prix derrière aussi. Hein. Ouais, ça doit être fou là, le prix. Ouais, ça doit être fou. Le global shutter, c'est très intéressant pour la vidéo. Ça t'évite l'effet de rolling shutter. L'effet de rolling shutter, bah, tu l'as aussi en photo. Hein. C'est forcément quand t'as un sujet qui bouge vite, quand toi tu fais un mouvement de panoramique rapide, bah, t'as la vitesse d'interprétation, de lecture du capteur qui peut jouer en ta défaveur. Donc qui se passe toujours de haut en bas. Donc pour avoir des capteurs comme ça qui fonctionnent un petit peu différemment, ça peut nous servir en tant que vidéaste et je pense aussi en tant que photographe. Ouais. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine que tu aimerais qu'on aborde ici ? Niveau matos, on a fait le tour. On peut peut-être juste signaler des optiques qui sont sorties il y a encore quelques jours auparavant, voilà, par rapport à l'émission de la semaine dernière. Des modèles qui nous avaient échappé, ce sont les Samyang 50 1.4 et 12 mm, notamment le 12 mm décliné en monture X, donc ça c'est intéressant. Les possesseurs de boîtiers Fuji peuvent se réjouir. Hein. Tamron a récemment sorti un zoom aussi en monture X pour la première fois, un 18-300. Petit à petit, la monture X s'ouvre et ça c'est cool pour les utilisateurs de Fuji. Puis sinon, l'ouverture de Paris Photo cette semaine. Voilà, nous on est privés du salon de la photo. Et puis là, il y a Paris Photo qui reprend ses quartiers au Grand Palais, un peu ce que c'est Paris éphémère, Photo. Et on en parlera la semaine prochaine en détail, puisque voilà, moi je vais y aller. Et puis je vais profiter du fait. Non, mais il faut le dire. Normalement, à cette période, il y a le salon de la photo où nous, on a un stand où on rencontre nos lecteurs, on rencontre tout le monde. Voilà, c'est le grand événement annuel Porte de Versailles pour les passionnés de photo. Pour la deuxième fois consécutive, pas de salon de la photo. Donc moi, je vais en profiter égoïstement pour aller enfin à Paris Photo, qui en général se déroule en même temps. J'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup de marques qui ont lancé leur propre événement. Bah c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas de salon de la photo, alors que c'est vrai que le salon avait l'air d'être un petit peu délaissé ces dernières années. Tu vois, on a parlé de l'événement Sony, c'est ça. Il y a Sony qui fait ça, il y a Sigma qui propose aussi son salon de la photo sur sa chaîne YouTube. Ouais, c'est des lives aussi. Il y a eu les Nikon Days, il y a eu Canon qui a fait son événement aussi. Tout le monde fait ça. Ouais, c'est un peu à la carte. Moi, je suis pas fan de ces trucs en visio, mais bon. Sony, pour le coup, c'est en réel. Là, et Sony, c'est en réel, ouais, c'est bien. J'aimerais bien savoir de quoi ils vont parler, Sony, pendant cette semaine. Bon, il se trouve que j'ai pas été convié, malheureusement, cette année, mais c'est pas grave, hein, peut-être une autre fois, mais peut-être qu'il y a des nouvelles innovations qui vont être annoncées. Tous les ans, on avait l'habitude au salon de la photo d'avoir une marque qui nous annonce quand même de belles choses. Voilà, ça suit la 7 IV et ils ont annoncé quand même un smartphone à capteur 1 pouce, un Xperia One Pro, je crois.
Ouais, ça a l'air dingue. Effectivement, j'aurais peut-être pu le tester sur place, mais c'est ouais, c'est toujours intéressant. Après, moi, je trouve ça bien que chaque marque fasse sa petite période d'annonce. Voilà, ça fait du bien d'avoir un peu cette ambiance quand même si elle est virtuelle, un peu cette ambiance salon de la photo qui nous manque quand même pas mal. Bah ouais, c'était quand même un peu fédérateur. Vivement que ça revienne quand même l'année prochaine. On y croit. Bon, voilà pour l'actu. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, c'est retour sur la planète Mars avec l'analyse des premières images réalisées par la Supercam de Persévérance. « 22 février 2021, le rover Persévérance atterrit sur Mars, dans le cratère G0. Un lieu sciemment choisi, car, d'après des images satellites, ce cratère pourrait avoir abrité un lac, comme le suggèrent les traces de plusieurs deltas de rivières potentiels. Au mois d'octobre, une équipe de scientifiques internationaux a publié les analyses des premières données fournies par la Supercam de Persévérance dans la revue Science. L'étude, pilotée par Nicolas Mangold, directeur de recherche au laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes, confirme la présence d'un lac à cet endroit, avec un niveau de précision inédit par rapport aux images fournies par les 4 précédents engins envoyés sur la planète rouge. La différence avec la précédente caméra qui est à bord de Curiosity, qui supplée l'instrument ChemCam, c'est qu'ici, avec Supercam, on a une caméra couleur qui a en plus une meilleure résolution. Et la couleur nous apporte aussi une variabilité meilleure dans les textures, dans la façon dont on voit le relief, qui nous indique, par exemple, des petites différences de composition des roches. Donc, c'est une information en soi qu'on n'avait pas auparavant avec l'équivalent. Et puis, les autres caméras couleurs qui sont à bord du rover, comme les Navcam et les Mastcam, sont très, très bien pour faire tous les panoramas. Donc, elles donnent très bon contexte. Et nous, on a la chance de pouvoir focaliser sur des endroits très précis à distance, qui nous ouvrent les yeux sur des petits détails topographiques auxquels on n'aurait peut-être pas fait attention sinon. Les images sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles nous montrent exactement la stratigraphie des sédiments qui se déposent au bord d'un lac. C'est exactement ce qu'on voit sur Terre en fait quand on a des dépôts de sédiments dans un lac. Et ça nous a complètement confirmé d'une part que c'était un lac, mais aussi ça nous a donné l'altitude du lac. On a vu qu'il était en fait d'une altitude différente à ce dont on s'attendait. La caméra, au départ, a été conçue pour suppléer le laser et pour permettre de voir les textures des roches sur lesquelles on tirait au laser. Mais en fait, on l'utilise aussi pour regarder à l'horizon, pour voir des objets géologiques qui nous intéressent. Et en l'occurrence, elle a une capacité qui est vraiment excellente à l'infini. C'était un peu notre surprise, la bonne surprise. C'est que la première image qui a été faite pour calibrer en fait l'instrument à l'infini a été fait sur ces falaises qui sont situées à 2 km de distance et elle s'est avérée vraiment très spectaculaire, parfaitement nette et on peut distinguer des petits blocs rocheux d'une dizaine de centimètres sur cette image et ça nous a complètement ouvert les yeux sur la façon dont ces sédiments s'étaient déposés. Quant à la date exacte de la présence d'eau à cet endroit, pour l'instant évaluée à 3,6 milliards d'années, il faudra attendre le rapatriement des échantillons prévu pour 2030, qui devrait aussi permettre d'authentifier d'éventuelles traces de vie sur Mars. Une autre mission qui s'annonce particulièrement périlleuse. On sait qu'on est à des âges d'environ 3,6, 3,7 milliards d'années, même si ce sera précisé lors des retours d'échantillons. Alors, ce n'est pas l'instrument ou le rover qui va revenir, ce sont uniquement les échantillons qui vont être prélevés, qui vont être revenus avec une autre mission, qui va déposer une sonde qui pourra se transformer en fusée et repartir en orbite pour être recherchée par un orbitaire. C'est une mission assez compliquée qui est en train de se mettre en place entre la NASA et l'ESA. Donc, ces retours d'échantillons nous permettront de confirmer ces dates et de les préciser, notamment préciser toute l'histoire de ce cratère d'impact G0 et éventuellement d'y chercher des traces de vie, ce qu'on appelle des biosignatures qui pourraient attester de la présence d'une vie passée à cet endroit-là. Ces derniers mois ont aussi été marqués par les premiers vols martiens. À l'origine, le drone Ingenuity, abrité par Persévérance, devait prouver qu'il était possible de voler malgré une pression atmosphérique 150 fois moindre par rapport à l'atmosphère terrestre. À l'issue de 5 tests couronnés par autant de succès, la NASA a validé des missions de reconnaissance avec le drone, un outil précieux pour anticiper les trajectoires du rover. Cela a permis d'acquérir des images qui étaient au-delà de ce qu'on voyait avec les panoramas du rover et qui n'étaient pas assez bien visibles sur les images orbitales. Et ça nous a permis d'écarter un trajet avec le rover pour des endroits qui n'étaient finalement pas intéressants.
Par contre, il y a un autre endroit qui est exactement là où on se trouve avec le rover actuellement, a été sélectionné à partir des images envoyées par le drone, puisqu'il a permis à la fois de montrer des endroits où on pouvait passer. C'est un lieu qui est plein de dunes de sable, en fait. Et les dunes de sable, c'est vraiment pas bon pour le rover. On a pu identifier des endroits pour passer entre ces dunes et également les roches les plus intéressantes de ce lieu qui a été dénommé Seita, qui est une des unités clés du fond du cratère. Et donc, le drone joue vraiment son rôle de reconnaissance actuellement. Et il le jouera tant qu'il survivra. Pour l'instant, en tout cas, on en aura peut-être besoin par la suite encore. De quoi voir plus loin et se projeter sur les étapes à venir qui verront Persévérance pousser plus loin l'exploration du cratère. Les prochaines phases de la mission, c'est d'abord de continuer l'étude du fond de Jezero cratère, de ce plancher qu'on essaye de comprendre en ce moment. Puis ensuite, on va faire une phase de traversée rapide. Le rover est pourvu d'un système d'auto-navigation qui va permettre de faire plus de 200 mètres par jour sur des endroits favorables. Et là, ça va nous amener au pied du delta. Et là va recommencer une autre phase qui va être l'étude du delta, où on va montrer progressivement dans les strates jusqu'à aller jusqu'au sommet du delta. Donc, passer des strates lacustres déposées finement au fond d'un lac, au dépôt grossi avec des gros blocs crustaux au sommet. Et puis ensuite, probablement pas avant 2023, on va sortir de Jezero cratère pour étudier le rempart du cratère et autour du cratère si le rover survit plusieurs années, ce qu'on espère, puisque Curiosity a actuellement 9 ans et demi, est toujours en vie, toujours actif. Donc on pense que Persévérance pourra accomplir au moins autant pendant quelques années. Si les avancées sont palpitantes pour le grand public, à quoi ressemble une journée type pour les scientifiques qui, comme Nicolas Mangold, ne manquent rien de la progression de Persévérance au quotidien? Le quotidien du chercheur qui travaille sur les rovers Curiosity et Persévérance, ce n'est pas toujours évident. Aux États-Unis, ils ont un petit avantage sur nous, c'est qu'ils travaillent avec des heures de travail normal. Ils commencent à 8 heures le matin. C'est des journées qui font une dizaine d'heures pour travailler sur le rover. Quand on suit vraiment les opérations du rover, il faut y passer une dizaine d'heures d'affilée en téléconférence pour essayer à la fois de comprendre les données et de préparer les plans d'activité. Et pour nous, comme ça se passe aux États-Unis le matin, l'après-midi, ça commence l'après-midi en France vers 17h. Et donc, souvent, on finit assez tard dans la nuit, ce qui est une grosse contrainte, mais le jeu en vaut bien la peine. Hein. C'est quand même le boulot le plus cool du monde de travailler sur les rovers martiens. Bon les gars, ils vont ramener les cartes mémoire de Mars, hein, si je lis un peu entre les lignes. C'est 2030. Ça le projet. C'est 2030. 2030, il devra patrier les données, ouais. Et ces mecs-là sont à fond, hein. Tous les jours, ils sont à fond. On avait écouté Stéphane Lemouilik également de l'Université de Nantes en février. D'ailleurs, tu étais là, Olivier. C'était une émission à laquelle tu participais. On avait évoqué le premier enregistrement d'un son sur Mars. C'est vrai. Et depuis, voilà, on est en novembre et il y a cette publication un petit peu peut-être passé inaperçu au sein du grand public. En ce moment, il y a beaucoup de choses dont on parle. On parle d'ailleurs en termes d'événements spatiaux du retour de Thomas Pesquet sur Terre. Mais en ce moment, sur Mars, se joue encore beaucoup de choses, et notamment l'analyse de ces premières images issues de Persévérance. Donc, l'étude de la revue Science pilotée par Nicolas Mangold, Cocorico, elle est accessible gratuitement sur le site de Science, en ligne. On peut y voir plein d'images, c'est passionnant, et quand on a une âme un petit peu de géologue, on va dire, où on s'intéresse un peu à ça, on peut vraiment voir les strates sur les différentes images, c'est assez passionnant. Et on va suivre, on va faire une série avec tout ça à force, hein, de toute façon, on va les suivre. Ils sont à fond, et tant que le rover est en vie, et nous aussi, ma foi, on en parlera, parce que c'est quand même fun, quoi. Imaginez un drone en train de voler sur Mars, moi je trouve ça fun. Ce serait bien qu'on puisse le piloter à distance pendant l'émission, quoi. Qu'on lui dise vas-y, tourne à gauche, tourne à droite. C'est bientôt en 2035, ce sera un jeu vidéo réel sur place. Non, c'est incroyable. Autant, tu vois, la conquête de Mars, tout ça, bon, bref, ça me parle pas trop, mais le fait d'avoir des images, de voir ces images-là, des vidéos, des choses comme ça, c'est dingue. D'avoir du détail maintenant dans ces images, en couleur, etc., je trouve ça fou, en fait. La première image 360 qu'ils ont publiée, qui était en fait la calibration de l'instrument pour faire les mises au point à l'infini, dont parle Nicolas dans la chronique.
elle est absolument sidérante de netteté et de précision. C'est assez incroyable. On peut y accéder facilement. On tape sur les navigateurs photo 360 Persévérance. C'est impressionnant cette photo de cratère à 360. C'est bluffant. Bon, bah écoute, merci Benjamin de nouveau pour la suite du coup de cette story sur le rover Persévérance. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat sur la vidéo ultra haute définition. On revient dans quelques secondes après une publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le vidéaste et réalisateur Olivier Schmitt pour parler de l'ultra haute définition en vidéo. Alors il est vrai, en ce moment c'est une véritable course aux pixels en vidéo, en tout cas du côté des constructeurs de caméras et d'appareils photo hybrides. Alors bien entendu en vidéo tout n'est pas qu'une question de pixels et il faut aussi tenir compte du nombre d'images à la seconde, de l'encodage, du format d'enregistrement et de la compression quand on parle de qualité d'image au sens large. Au-delà de ces considérations techniques à la prise de vue, le premier volet à étudier dans la chaîne de l'image vidéo, c'est évidemment la diffusion. Que l'on soit calé au fond de son canapé, devant sa télé, dans un fauteuil de cinéma ou rivé sur son smartphone, est-ce que les écrans que l'on utilise pour regarder des vidéos sont capables de restituer l'ultra haute définition et est-ce que les contenus sont proposés en Ultra HD? C'est la question que nous avons posée à Stéphane Faudeux, le directeur du groupe Génération Numérique qui édite entre autres le magazine MediaQuest et qui organise le seul salon dédié à la vidéo et au broadcast en France, le Satis, qui vient tout juste de refermer ses portes. On l'écoute. On pourrait diffuser des contenus de manière plus importante, plus massivement en UHD ou 4K. C'est déjà parlons de la 4K via différents canaux. Alors il y a tout ce qui est l'OTT, over the top, c'est ce qu'on appelle les nouvelles plateformes, Netflix, Amazon, Apple, qui diffusent des contenus en 4K. Il y a la diffusion hertzienne, donc la télévision numérique terrestre, qui elle a fait des expérimentations, mais aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne commerciale qui diffuse en 4K. Le câble qui n'est pas très développé en France, mais via la fibre, via les opérateurs, les Livebox de chez Orange, de SFR et de Bouygues, où on peut avoir là aussi des chaînes de cinéma ou quelques opérations événementielles, notamment le sport. Ça va être les JO ou ça va être beaucoup plus d'ailleurs les Coupes du Monde de foot où on diffuse en 4K. Mais donc la 4K n'est pas aujourd'hui massivement diffusée, utilisée comme technologie, je dirais, qui va augmenter la qualité de l'image. Alors oui, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on trouve plus sur le marché d'écrans HD ou Full HD ou très peu. Sinon, tous les écrans aujourd'hui sont d'une résolution qui est 4K. C'est toujours la problématique de l'œuf et la poule. On dit oui, mais s'il n'y a pas d'écran, il n'y aura pas de contenu. Aujourd'hui, il y a les écrans, mais il manque les contenus. Et les contenus, pourquoi il n'y en a pas plus? En fait, il y a deux choses. Il y a tout ce qui va être justement hors OTT, hors utilisation de l'Internet et de l'Internet public pour diffuser des contenus, c'est le coût de la bande passante et c'est l'évolution aussi des codecs de compression. On parle de MP4, etc. Et si on rentre un peu dans le détail, c'est le MP4 derrière le codec, c'est le H264 et il y a le H265 dont vous avez aussi entendu parler parce qu'ils sont déjà sur des smartphones ou sur d'autres devices. Aujourd'hui, si majoritairement on utilisait ce codec, on pourrait diffuser par deux la bande passante, donc utiliser plus facilement des contenus 4K. Je dirais que dans l'évolution de la résolution, est-ce qu'on va vers plus de résolution ? Ma réponse sera mitigée. Je dirais c'est oui et non. Le 4K, oui, ça c'est évident que le process est bien enclenché et que ça sera le standard de facto qui va remplacer la HD. Ça c'est clair. Sur des résolutions supérieures, je pense pas que comme on a eu une bascule de la définition standard vers la HD et qu'on aura cette bascule de la HD vers la 4K, qu'on aura une bascule
du 4K vers la 6K, voire vers la 8K même plutôt, en fait, ce qu'on appelle l'UHD phase 2. Le Japon a commencé à ce genre de déploiement, mais plutôt, je dirais, dans un cadre un peu d'innovation technologique qui était lié au JO de Tokyo, mais derrière, en termes de modèle économique, j'y crois pas. Et en ce moment, il y a quand même aussi une petite mélodie qui commence à être fredonnée, c'est l'empreinte carbone et c'est l'éco-responsabilité. On entend en ce moment des voix qui disent oui, mais là, tant de résolution, ça augmente la bande passante, donc ça veut dire de l'énergie, c'est des data centers, c'est un trafic qui risque d'être engorgé. Quand on sait déjà que le trafic mondial d'Internet aujourd'hui, c'est 95%, c'est de la vidéo, et donc ça va pas aller en diminuant. Donc il y aura peut-être un moment, peut-être que ça viendra même par une régulation internationale qui dira voilà, aujourd'hui on peut plus aller parce que le trafic on peut pas l'augmenter plus, quoi. Bon voilà, c'est très clair. Stéphane nous explique. Il a tout dit, je crois. On peut arrêter là. Olivier, ciao. On peut s'arrêter là. Merci. Il nous explique que la 4K, on commence à peine à toucher du bout des doigts une espèce de normalisation au niveau de la diffusion. On n'y est pas encore. On y touche à peine. Voilà. La 6K et la 8K, on oublie, d'un point de vue diffusion, pour évidemment des raisons techniques et maintenant en plus et avant tout peut-être des raisons écologiques. Bon. Écoute, déjà, si tu le permets, je voudrais juste rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Grand plaisir. Mais si tu veux, alors je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais je me permettrais de nuancer un tout petit peu, et je pense qu'il sera d'accord aussi avec mon propos. Je pense que moi, je fais confiance en l'avenir des technologies d'une façon générale. Tu vois, l'histoire d'Internet, en gros, et des télécoms, toi, bon, ça nous a un petit peu prouvé à plusieurs reprises que tu pouvais oser être visionnaire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, enfin il y a 20 ans, l'ordinateur personnel, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. La Full HD, on n'y croyait pas, on était bien avec la HD. Le téléphone portable, etc., etc. Enfin, tu vois, je regardais un docu là il y a pas longtemps sur Netflix qui s'appelle The $1 Billion Code, qui parle de l'histoire de Google Earth. Les gars imaginaient déjà les petits écrans dans les avions, tu vois, les écrans personnels dans les avions. On leur avait répondu que c'était totalement illusoire. Donc, quelque part, moi, je fais confiance en l'avenir des différentes technologies. Effectivement, de là à s'imaginer aujourd'hui qu'il y aura de la 6K, de la 8K dans tous les foyers du monde, c'est sûr que c'est difficile à imaginer, mais je me dis toujours pourquoi pas. Peut-être que oui. En fait, rien ne nous empêche d'y arriver, puisque les technologies vont évoluer, les définitions vont se standardiser et l'empreinte écologique, je sais pas si c'est... Ouais. Pardon de te couper, mais en fait, la nuance, on l'entend, mais ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, les écrans 4K sont là depuis déjà longtemps et qu'on n'a même pas finalement basculé massivement déjà vers la 4K et qu'on parle déjà de 8K. En fait, c'est plus ça. Parce que tu as raison, l'historique montre qu'on peut se projeter sur la modernité, sur une évolution. Or là, l'évolution est là depuis un moment, mais elle n'est même pas encore généralisée. En fait, il semble là l'écueil, en fait. Ouais, tu vois, je pense que la téléphonie mobile, elle a mis beaucoup de temps aussi à s'imposer, Internet aussi, pendant beaucoup d'années, c'était uniquement réservé à certains domaines. Après, je suis totalement d'accord que je pense que voilà, passer sur de la 6K, de la 8K, ça changera plus grand chose pour l'utilisateur, je pense. Et côté empreinte carbone, c'est sûr que c'est une très grosse problématique qu'il va falloir qu'on gère, puisque alors je connais très très peu de technologies sur lesquelles on est revenu en arrière par souci écologique. En général, on essaie plutôt tu vois, d'avancer. On a du mal à freiner une avancée technologique. En général, l'humanité va vers... Alors du coup, c'est pas aller vers l'avant, enfin, tu vois ce que je veux dire, on améliore notre confort quelque part, toujours plus, et on essaie de faire ça au mieux. Mais j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit de technologies sur lesquelles on est revenu en arrière, tu vois, par souci écologique. Donc je me dis plutôt que là aussi, je vais faire confiance en nos ingénieurs et se dire que peut-être que dans 5-10 ans, on trouvera des algos de compression qui seront encore meilleurs, et ça fait aucun doute qu'on trouvera de nouveaux algos de compression, et qui nous permettront d'exploiter de la 8K avec une empreinte carbone pas forcément plus débile que ce qu'on fait aujourd'hui avec de la 4K. J'en sais rien, tu vois, je fabule, mais il y a peut-être aussi
cette vision-là à avoir potentiellement, on ne sait pas aujourd'hui. Et je pense que voilà, on a eu la preuve quand même à plusieurs reprises que finalement on adopte des technologies qui, à 10-15 ans, nous paraissaient illusoires, quoi. Est-ce que tu peux un peu nous parler du comportement de tes spectateurs sur ta chaîne YouTube? Alors déjà, depuis quand est-ce que tu as introduit la 4K sur tes vidéos? Est-ce que tu sais sur quel type d'appareil tes vidéos sont le plus regardées et quel est je sais pas, peut-être le pourcentage de tes spectateurs qui consomment ton contenu en 4K? C'est clair. Alors déjà, tu l'as précisé dans l'intro, mais effectivement, là, on va parler de contenu qui est mis à disposition sur une plateforme comme YouTube, hein, typiquement, qui va déjà beaucoup compresser ce qu'on va lui proposer, nous, en tant que créateurs, qui va derrière tartiner en compression et détruire un petit peu toute la qualité qu'on va avoir à la prise de vue. Donc déjà là, on peut se dire que ça ne sert à rien de filmer en très très haute définition si derrière, c'est pour être compressé un maximum. Il y a aucun moyen de le regarder, tu peux pas avoir un équivalent du FLAC en audio, c'est genre là du MP3 ce que tu décris, c'est-à-dire que tu as un truc qui est de base compressé ou du JPEG pour parler au problématique je sais plus combien de YouTube traite de vidéos à la seconde, mais il y a un problème de bande passante. Si tu veux aujourd'hui diffuser des vidéos de bonne qualité, tu vas plutôt t'orienter sur des plateformes comme Vimeo qui vont beaucoup moins compresser ton contenu et qui vont préserver un maximum de détails avec des taux de compression moindres. Mais en ce qui me concerne, pour répondre un peu plus précisément à ta question, j'ai introduit l'Ultra HD très rapidement sur ma chaîne YouTube, donc je pense ça fait un peu plus de 4 ans et demi maintenant que j'ai ma chaîne YouTube. Je pense que dès la fin de la première année, j'ai dû introduire de l'Ultra HD. Il faudra aller vérifier. Je ne vais pas aller vérifier, mais pour un petit peu, si tu veux, ça fait très anglais, enfin c'est un terme anglicisme, c'est pour être future proof. Tu vois, je ne sais pas comment on pourrait dire en français. En gros, on comprend très bien. Tout simplement. Ouais, tu vois. Pour rester à la page. C'est un peu ma philosophie. Ouais, c'est un peu ma philosophie de me dire, voilà, j'ai envie que pour moi, l'Ultra HD deviendra un standard dans les 5-10 ans peut-être. Alors ça prendra plus ou moins de temps, effectivement. Ça fait quelques années maintenant qu'on a de l'Ultra HD, c'est toujours pas le standard. Mais pour moi, il fait aucun doute que ça deviendra vraiment un standard d'ici quelques années. Donc autant être prêt dès aujourd'hui pour que nos contenus ne soient pas choquants dans quelques années lorsqu'ils seront regardés par des personnes d'ici quelques années. Donc c'était un peu plus dans cette logique-là. Et après, il faut savoir aussi que lorsque tu vas commencer à produire du contenu avec des hautes définitions et que ce contenu va être diffusé sur des écrans à moindre définition, typiquement diffusé de l'Ultra HD sur des écrans Full HD, tu vas quand même avoir un ressenti en termes de qualité qui sera meilleur que si tu avais produit directement en Full HD. C'est vrai. Donc tu as quand même pas mal d'avantages aujourd'hui à produire en très haute définition, ne serait-ce que pour créer ce qu'on appelle un master dans le domaine de la vidéo, donc, et en photo aussi, hein, ton master ça va être par exemple après développement de ton fichier RAW, ça va être ton JPEG très très haute définition, donc la meilleure qualité possible avec le minimum de compression, c'est ce qu'on va faire aussi en vidéo qu'on appelle un master qui va pas être le fichier qu'on va diffuser parce qu'il va être beaucoup trop lourd, c'est pas celui qu'on va par exemple, en tant que vidéaste pro, c'est pas celui qu'on va transférer à un client parce qu'il va être ingérable, imbuvable pour un client. Par contre, c'est celui qui va nous servir à être future-proof, à pouvoir décliner plusieurs versions à l'avenir et répondre à des besoins futurs, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour moi l'intérêt de tout le temps tourner avec la meilleure définition possible, et puis aussi pour rentabiliser le boîtier. Hein. Aujourd'hui, on achète des boîtiers, tu as parlé de l'Alpha 1, plus de 7000 €, le R3, etc. C'est des boîtiers qui valent très cher. Si on s'offre ce type de boîtier, autant utiliser leur pleine capacité, quoi. Alors il y a Stéphane qui expliquait en gros que au niveau des écrans, hein, donc le parc des télévisions était maintenant majoritairement capable d'afficher de la 4K, mais évidemment c'est pas le seul type d'écran qui est utilisé pour consommer de la vidéo, et particulièrement de la vidéo sur internet. Alors évidemment on a les ordinateurs portables et puis les smartphones avant tout. Alors là, je me suis amusé à regarder les définitions d'écran proposées par le dernier MacBook Pro qui vient tout juste d'être annoncé. On n'est même pas sur de la 4K, hein. C'est un 3024 par 1964 pixels, ça fait 6 millions de pixels. Et sur l'iPhone 13 Pro Max,
on est en 2778 par 1284, soit 3,6 millions de pixels. Pour rappel, la 4K, c'est 8 millions de pixels. Là, pour le coup, cet écart, il est vraiment important. C'est vrai, après, alors la 4K, c'est plus 12... Ouais, ça dépend. L'Ultra HD, effectivement, la 4K DCI, c'est un peu plus de pixels, mais en gros, l'idée est là. Si tu veux, aujourd'hui, après, je ne sais pas si Apple est vraiment, finalement, toujours une référence par rapport aux dernières avancées technologiques. Des écrans Ultra HD sur PC portable, j'en ai eu avec d'autres marques. Après, la problématique, elle est peut-être autre part. C'est aussi la compatibilité des logiciels et des interfaces de logiciels, surtout. Est-ce que les interfaces sont prévues pour ce type de définition? C'est des problématiques que j'ai eues sur des écrans Ultra HD par exemple. Et puis après il y a une question de taille aussi d'écran, de résolution et non pas de définition. Si on a un tout petit écran, avoir une définition énorme ne servira pas à grand chose. On aura des pixels qui seront minuscules. C'est pas forcément intéressant pour un graphiste, pour un vidéaste ou pour un photographe. Donc c'est plus ça une question d'équilibre et je pense pas que ce soit vraiment un élément intéressant, enfin toi ultra pertinent pour statuer en fait sur ce sujet-là. Et tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure par rapport à mes viewers, clairement aujourd'hui les gens qui consomment YouTube, je sais pas moi, je pense que mes abonnés, si je leur demandais, 80% me diraient qu'ils me regardent assis sur leur chiotte, sur leur smartphone, tu vois. Donc c'est vrai que ils vont pas consommer mon Ultra HD quelque part via un très grand écran. Les gens vont pas regarder mes tutos, mes tests de matos dans une salle de ciné. Encore une salle de ciné, elles sont majoritairement en 2K. Ouais, elles sont rarement en Ultra HD, sauf les IMAX, etc. Mais quelque part, si tu veux, en termes, tu as plein d'avantages. En termes de bruit aussi au tournage, tu auras moins de bruit dans ton image quand tu tournes dans l'Ultra HD par rapport à la Full HD. On va y rentrer. Justement, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, finalement, même quand tu parles de master et tout, le seul intérêt de la 4K, c'est la prise de vue. Pour moi, c'est beaucoup de gains à la prise de vue. Et après, effectivement, ce que je dis toujours dans mes formations, c'est qu'il faut connaître le support de diffusion final pour pouvoir adapter surtout son montage. Mais à la prise de vue, j'encourage toujours mes apprenants à filmer avec la meilleure qualité possible, puisque le stockage n'est plus un problème de nos jours en Ultra HD, en tout cas, au niveau des cartes SD. Après, si on parle d'écologie, ça va le devenir, tu vois. Enfin, c'est ça, en fait, le truc. C'est que ça l'a pas été longtemps, c'est en train de le devenir, en fait. C'est comme si on. Mais je parlais plutôt à notre échelle, de vidéaste, tu vois. Après, effectivement, l'effort, c'est l'histoire du colibri, et je suis tout à fait partisan de cette logique-là. C'est chaque goutte d'eau qui compte. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est sûr que, par exemple, pour des grosses productions Netflix, Universal, etc., si tout le monde commence à shooter en 12K en termes de stockage, ça va commencer à poser de gros soucis. Aujourd'hui, pour stocker de l'Ultra HD avec le H265 ou d'autres codecs qui arrivent sans doute. Certes, ça prend plus de place, mais c'est pas dramatique. L'un des avantages indéniables, en tout cas à la prise de vue, de filmer en Ultra HD, que ça soit 4K ou au-dessus, c'est évidemment cette possibilité en post-production de pouvoir un peu recadrer dans son image. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, Olivier ? Alors du recadrage ou de tous les avantages que tu peux avoir à la prise de vue, le recadrage, c'est intéressant. Après, c'est pas quelque chose que je pratique énormément, on va dire, mais c'est sûr que si tu sais que tu vas diffuser en Ultra HD, donc en gros en 4K, on va dire, pour utiliser les termes marketing du grand public, et que tu shootes en 6K ou en 8K, tu sais que par exemple tu vas pouvoir bien zoomer dans ton image et ne théoriquement pas perdre en détail pour peut-être aller cadrer un visage à gauche à droite de ton image si tu n'avais pas une deuxième caméra ou pour dynamiser un peu ton montage. Alors pour le coup, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes prods, j'en ai pas la nécessité, mais je sais que ça peut être utilisé sur du court-métrage ou de la fiction, des choses comme ça. Tu vas pouvoir créer des panoramiques potentiellement aussi, en zoomant et en déplaçant ton cadre à l'intérieur de ton image. Tu vas pouvoir stabiliser surtout plus facilement ton image. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé, qu'on retrouve sur les GoPro, qu'on retrouve un petit peu partout. C'est des capteurs qui ont des grosses définitions au final, enfin plus grosses que de l'Ultra HD.
et qui vont derrière pouvoir créer un petit recadrage, ou alors justement qui vont te faire passer dans ce qu'on appelle des crops. Donc tu vas avoir un recadrage dans ton image, puisque une partie du capteur, en gros on va vulgariser au taquet, une partie du capteur va être un peu réservée entre guillemets à la marge pour la stabilisation de l'image. Concrètement, quand tu es dans tes menus avant de lancer ta captation, parce que là on parle de 4K depuis tout à l'heure, mais il y a des standards qui existent. Dans tes menus, qu'est-ce que toi tu vas privilégier? L'UHD, la DCI? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre ces deux standards? Alors, le standard, on va dire que c'est le ratio 16/9, donc c'est l'Ultra HD. La 4K qu'on appelle DCI, c'est un format qui est un peu plus large que l'Ultra HD, qui va pas nous servir, nous, quand je dis nous, c'est le grand public, on va dire. Même aujourd'hui, un vidéaste professionnel, semi-professionnel, qui fait du corporate, qui fait du mariage, qui fait des choses comme ça, va pas, j'en connais très peu, voire en fait zéro, qui tourne en 4K DCI. D'ailleurs, nos boîtiers ne proposent pas souvent cette définition-là. En général, on reste sur un ratio d'image 16/9, puisque historiquement, nos écrans ont un ratio d'image 16/9. Mais ça aussi, c'est un gros changement qui arrive, puisque on a de plus en plus d'écrans qui ont un ratio beaucoup plus panoramique. Ah bah le dernier Xperia 5 Mark III, là, c'est surprenant, hein. L'écran, c'est fait pour les jeux vidéo, en fait. Ouais, bah tu vois, t'as des ratios maintenant, tu vois, t'as des youtubeurs, et moi j'ai commencé à le faire. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a suggéré ça, qui m'a fait remarquer ça, donc je le salue, je sais plus si jamais il nous écoute, mais qui m'a fait remarquer que certains gros youtubeurs américains, notamment MKBHD pour ceux qui connaîtraient, qui parlent de tech, passent à un ratio d'image 3/2 pour leurs vidéos YouTube, puisqu'ils savent très bien que sur les smartphones, les gens regardent les vidéos sur les smartphones, et les smartphones ont un ratio d'image qui se rapproche plus maintenant du 3/2, donc un format un peu plus allongé, qu'un format 16/9. Bah, le 3,5, on le connaît bien en photo, c'est le format un petit peu de prédilection en 24-36 en photo. Et d'ailleurs, le S1H de Lumix qui tourne en 6K natif en 3,5. Ce qui paraissait, enfin, tu vois, ça me paraissait bizarre au départ, et c'est intéressant par rapport à ce que tu dis là. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, mais avoir plus de détails au tournage dans l'image, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais ça permet d'avoir moins de bruit, ça permet de capter un petit peu plus de lumière, t'as plus de détails, donc effectivement t'as une image plus nette, ça peut être dérangeant, mais quelque part t'as une image qui est par défaut plus réaliste aussi, puisque nos yeux sont hyper définis, donc c'est une image aussi qui sera un peu plus attrayante pour le public. C'est une image qui va tout de suite fonctionner pour les grands écrans, hein, forcément, donc on est future-proof comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, tu vas avoir aussi en général une meilleure gestion des couleurs, avec un taux d'échantillonnage qui va être meilleur, donc c'est un tout. Après, il faut savoir que, tu vois, ça devient un peu technique, mais l'œil humain est plus sensible à la luminance qu'à la chrominance, donc plus sensible à l'exposition qu'aux couleurs. Donc ça nous permet derrière de compresser ces images-là pour ce qu'on appelle downscaler l'image, par exemple 8K en Ultra HD pour les diffuser en Ultra HD. On va compresser surtout la chrominance, on va pouvoir préserver pas mal d'informations de luminance. Ça va permettre d'avoir une image derrière qui sera compressée, réduite, mais qui en fait gardera énormément d'attraits, énormément d'informations importantes pour l'œil humain, à savoir les informations de luminance, et celles de chrominance peuvent être légèrement compressées sans que ce soit trop dérangeant. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver, c'est pour ça que je parlais des algos, on arrive à trouver des façons en fait de faire pour que ce soit largement convenable. Ça, c'est des vrais arguments en faveur du tournage en 4K, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des grosses contraintes, tu vois, genre la surchauffe éventuelle, les durées limitées parfois de temps d'enregistrement selon les boîtiers, d'un boîtier à l'autre. Alors, il y en a qui sont un petit peu champions en la matière, ou la CTS3 que tu connais bien, enfin voilà, il y a des boîtiers qui permettent d'aller plus loin désormais. Mais ça, c'est des vraies contraintes quand même. Je sais pas, si on veut filmer un concert, si on veut filmer du spectacle vivant, c'est quand même à considérer, quoi. Aujourd'hui, c'est la bataille des constructeurs, c'est la surchauffe. C'est clairement le souci technique, technologique qu'on a, que les constructeurs ont aujourd'hui. On l'a bien vu avec la sortie du Canon R5, ces problèmes de surchauffe, même plein d'autres boîtiers. Hein. Si tu veux filmer aujourd'hui effectivement un concert avec un petit hybride de n'importe quelle marque, c'est pas fait pour. C'est des petits boîtiers, ils sont pas ventilés correctement, ils vont vite surchauffer, bref, c'est pas fait pour. Donc tu as ce problème-là forcément quand tu augmentes la définition. Donc quand tu augmentes la définition, tu augmentes aussi, tu vas moins compresser ton image aussi. Enfin, il y a toute une logique derrière qui fait que ça prend plus de place, ça demande plus de ressources processeurs et donc ça chauffe plus. Voilà, donc il y a le stockage derrière forcément puisque ça prend plus de place. Donc il y a une question de coût aussi, effectivement. Alors coût à l'achat, pourquoi pas, mais surtout coût en stockage.
stockage, coût aussi potentiellement en assurance, hein, si ton matos est plus cher, tu as aussi des problématiques de savoir-faire derrière pour gérer ces fichiers-là. Typiquement, les monteurs, il va falloir pouvoir gérer ces fichiers-là au niveau du montage, les gérer en termes d'étalonnage, donc avoir les logiciels qui suivent, les machines qui suivent, les monteurs et les étalonneurs qui suivent. Bref, c'est toute une chaîne de production qui évolue, mais elle a toujours évolué, cette chaîne de production, tu vois. Ouais, puis finalement, c'est comme en photo. Je veux dire, tu as des capteurs désormais de 60 millions, de 50 millions. Enfin voilà, c'est exactement les mêmes contraintes, quoi. Pour gérer ces rôles, les archiver, c'est pareil. Le delta en termes de poids de fichier doit être le même. Toi, je sais pas fois combien tu fais en photo, mais aujourd'hui, la problématique est la même. Après, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus simple à gérer en photo. Quoique, hein, tu me diras, les logiciels... Quoique, si tu fais des rafales à 30 images secondes avec la 1, c'est 250 millions de pixels, tu vas vite te retrouver aussi avec des disques bien remplis. Hein. Voilà, achetez tous de l'argentique, on en parlait tout à l'heure. Et... mais tu vois, globalement, j'ai envie de te dire, que ce soit en photo ou en vidéo, pour moi, c'est presque une conclusion, mais ce ne sera pas la conclusion peut-être, mais pour moi, il n'y a pas de meilleure définition, tu vois. Tout est une question de besoin. Il n'y a pas de meilleure définition. Aujourd'hui, si tu veux transmettre de l'image, avec montrer du détail dans ton image, faire du paysage, faire du documentaire, faire de la fiction, filmer du sport ou shooter du sport, effectivement la définition va être importante pour toi et tu vas être intéressé par un boîtier qui a de plus en plus de définition parce que ça va te faire redécouvrir des détails dans ce type de domaine-là. Mais si ton projet il n'a rien à voir avec ça, il est plus axé sur l'émotion, sur le sujet ou la narration. Typiquement, tu filmes un petit court-métrage, un drame, une comédie ou autre chose comme ça. C'est d'autres choses qui vont importer. Tu vois, c'est pas forcément juste les détails de l'image, ça va être le son, c'est super important le son en vidéo, ça va être la colorimétrie que tu vas pouvoir gérer derrière, ça va être les dialogues, ça va être la lumière bien sûr on n'en a pas parlé, mais si tu as une belle lumière avec une toute petite définition, ton image elle est magnifique. Donc tout dépend des besoins et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de meilleure définition au final. Bon, voilà, on vient de commencer un peu à lister les avantages et les inconvénients, en tout cas les inconvénients, les contraintes plutôt, de tourner en Ultra HD, 4K ou plus. On vous propose d'écouter d'ailleurs le témoignage de Philippe Brelot, qui est un directeur de la photographie, qui travaille pour le cinéma, la télévision et la publicité, et qui a pour habitude d'utiliser une caméra de cinéma numérique Sony, la légendaire Venice, qui est capable de tourner en 6K. On l'écoute. La ultra haute définition, je peux l'avoir pour plusieurs choses. Pour avoir une matière qui ressemble le plus possible au 35 mm, parce que moi, je viens du 35 au départ. Donc, je cherche à avoir un maximum de définition avec un maximum de réponse de la caméra par rapport à ce que j'ai envie de filmer. Et l'ultra haute définition, j'en ai aussi des besoins et des nécessités quand je suis en tournage de publicité, par exemple, où j'ai besoin d'avoir des détails dans tous les sens pour pouvoir faire aussi un travail en effets spéciaux sur ce qu'on a tourné. Même si on finit en 2K, parce que la majorité des projections en France se fait en 2K dans les cinémas, on est sur du DCP 2K plus que fréquemment. Les cinémas 4K sont quand même pas la majorité du genre. C'est d'avoir, pendant la post-production, avoir le plus de matière possible pour travailler le plus de matière possible. C'est-à-dire qu'à l'étalonnage, plus on a de def, plus on a de réponse, de sensibilité de caméra, de dynamique dans la caméra, plus on est content, plus on peut faire des choses. Alors, les réserves, je les mets dans ma pratique du métier, qui est de chef opérateur plutôt de fiction. Plus je monte dans la définition, plus j'ai des effets d'image dont je ne veux pas forcément. Je perds des douceurs, je perds des veloutés, des modelés. La contrepartie de ces caméras très définies, c'est que je suis obligé très souvent de casser cette définition par un filtrage. Tous ces filtres qui sont des filtres de diffusion pour casser cette définition. Et très souvent, moins d'avoir des gros budgets, très souvent la production en 6K, c'est un peu le bout du monde. En coût de production, oui, on a des coûts de production qui sont les optiques. On va mettre devant. Qui dit caméra, grand capteur, grand format, ultra haute définition avec capteur 6K, dit optique qui va avec. Et toutes les optiques ne le font pas. Et le coût de l'optique, c'est équivalent ou supérieur au coût de la caméra. L'autre contrepartie, qui est pas la plus saillante au niveau budget, mais sur un long métrage, ça le devient,
en effet, c'est le stockage. C'est-à-dire que si on fait des backups ou envoyés par serveur ou des choses comme ça, d'un seul coup, on prend des coups dans tous les sens. À chaque fois qu'on a un avantage, on a forcément des inconvénients d'un autre côté. Quand on a le 4K, on a un gros avantage, c'est qu'on peut cropper dans l'image comme on a envie. Moi, j'ai des réalisateurs qui aiment bien cropper dans les images. Par contre, on a une lourdeur de l'image qui va être X. On a un coût à l'image qui va être X aussi. Et la course au cas, comme peuvent les envisager les Japonais, c'est-à-dire monter à 10K et des choses comme ça. Ouais, mais est-ce que moi je l'utilise? Pas sûr. Est-ce que comme on va tourner en plateau virtuel de plus en plus souvent, est-ce que ça va suivre? Pas sûr non plus. Est-ce qu'on va pas choper des défauts dans le 10K? Pas sûr. Est-ce que les décors, où on a de moins en moins de budget pour avoir des décors, est-ce que ça va pas se voir sur le 10K, toutes les saloperies? Est-ce qu'on va pas passer plus de temps à faire des retouches, comme pour les pots? Pas sûr. Donc on le voit, hein, Philippe, il aborde des contraintes très, très terre à terre, hein, qu'on a un tout petit peu évoquées, notamment au niveau de la gestion des fichiers, de leur poids, du stockage, de la sécurisation des rushs sur le tournage. De ton côté, Olivier, comment ça se passe toi sur tes tournages? Est-ce que tu as des backups? Quel type de carte tu utilises? Je sais pas, peut-être un enregistreur externe? Comment tu fonctionnes? Ça dépend des caméras avec lesquelles je tourne. Après, il a totalement raison là sur plein de points, effectivement. Bon, de mon côté, tu vois, je tourne très rarement en 6K. Je tourne en 6K sur une Blackmagic Pocket 6K Pro, sur des pubs essentiellement. Pour diverses raisons, mais surtout aussi parce que je vais retrouver une ergonomie de caméra de cinéma avec des optiques ciné. Effectivement, les optiques vont être très importantes derrière, hein. Et en termes de stockage, sur ce type de caméra, je vais être en SSD direct, en USB-C, SSD, donc stockage externe. En interne, tu pourrais le faire, mais en termes de rapidité, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, sur la 7S3 que j'utilise majoritairement, Sony nous propose des cartes CF Express type A qui sont très rapides, 300 mégabits par seconde à l'écriture, si pas plus maintenant. J'ai pas suivi les dernières actus, mais c'est largement suffisant si tu veux. Donc c'est ce type de carte que je vais utiliser, ou même en SD, hein, on a des SD qui ont des... Elles ont le même format que les cartes SD, on peut le préciser, c'est-à-dire que c'est les mêmes emplacements que pour les SD, mais on peut y greffer des CF Express type A, mais elles sont beaucoup plus rapides, effectivement. Et au-delà, tu sais, on parle beaucoup là, de définition, finalement, de 4K, de 8K, de 6K, etc. Mais il y a quand même un critère qui est hyper important qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est la cadence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtiers à l'heure actuelle qui sont capables de tourner en 4K, majoritairement Ultra HD, mais il y en a peu, finalement, qui permettent de tourner à plus de 25 images secondes, enfin en système PAL, donc d'aller à 50 images secondes. Et ça, c'est quand même important. Et il y en a qui sont désormais capables de faire du 100 images secondes aussi, mais à quel point c'est important finalement la cadence? On va dire que c'est les deux batailles des dernières années, hein. C'est effectivement la définition, et surtout la définition, comme tu viens de le dire, en rapport avec un nombre d'images par seconde. Donc être capable aujourd'hui de filmer à 100-120 images par seconde en Ultra HD, c'est c'est quelque chose qu'on attendait en tant que vidéaste, si tu veux. Ça a été un nouveau souffle pour beaucoup de personnes, surtout sur un capteur plein format comme ça. Mais pourquoi à tel point concrètement, tu vois? Le ralenti va nous permettre, dans certaines productions, de mettre en avant certaines choses. C'est toujours cette question de montrer au spectateur des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, même si des ralentis, on en voit un petit peu partout. Pouvoir effectivement un petit peu ralentir le temps, et de façon très qualitative, ça peut que être bénéfique si tu veux faire des ralentis quand tu fais de l'animalier, quand tu fais du sport, quand tu veux filmer ce genre de choses, ou pour partager des émotions en événementiel, en vidéo de mariage par exemple. Intégrer des ralentis, ça ajoute tout de suite beaucoup d'émotions. Faut pas en abuser non plus, sinon c'est très ennuyeux. Mais pouvoir le faire du coup en en ultra haute définition, avec une bonne qualité derrière en termes de compression et d'échantillonnage des couleurs, pour les vidéastes indépendants que nous sommes, c'est épanouissant d'un point de vue personnel, on va pas se mentir, hein, c'est très égoïste aussi, hein, ça nous fait kiffer, hein, tout simplement de pouvoir faire ça. Et en termes de qualité de projet derrière qu'on va pouvoir proposer à nos clients,
Tous les clients vont pas le voir, hein, ça on va pas se mentir, ça a toujours été pareil, hein, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a des clients qui vont pas forcément être sensibles, mais pour d'autres clients, ça va être potentiellement important. Moi, dans l'industrie, j'ai pu livrer là, grâce à l'A7S3, des vidéos en ralenti sur des machines industrielles, et mon client avait jamais eu ça avant. Ils n'avaient jamais eu des ralentis déjà dans leurs vidéos, et en plus en ultra haute définition, donc ils étaient ravis. Donc ça permet de se différencier aussi. Et ça veut dire que si tu avais le choix entre un boîtier qui tourne en 1080p à 100 images secondes et un autre qui fait de la 4K 25 images secondes, tu irais sur le 100 ? Potentiellement aujourd'hui oui, puisque la Full HD n'est toujours pas, elle n'est pas désuète, hein, elle est encore vachement utilisée, on l'a dit. Donc je pense que je privilégierais effectivement la possibilité de faire des ralentis. À savoir que je l'ai déjà fait plein de fois, hein, si tu veux upscaler, donc agrandir une image Full HD pour la passer en Ultra HD et la diffuser en Ultra HD, c'est pas forcément choquant. Selon ce que tu filmes. Ah ouais. Si tu vas filmer un paysage avec plein de détails, comme je disais tout à l'heure, forcément, si tu enchaînes un plan Ultra HD avec un plan Full HD agrandi, ça va choquer. Par contre, si tu enchaînes un plan Ultra HD avec plein de détails et que tu enchaînes ce plan avec un plan Full HD d'émotion, typiquement un visage, quelqu'un qui pleure, qui sourit, un oiseau qui s'envole, c'est beaucoup moins choquant puisque tu attires l'œil du spectateur sur autre chose, sur une narration, sur un sujet, et tout est une question comme ça un petit peu toi tu essaies un peu de jongler, essayer un petit peu de feinter pour essayer d'utiliser à bon escient chaque définition et chaque framerate. Au niveau de la post-production, un peu, bon, alors il y a évidemment plein d'étapes qui interviennent à ce moment-là. Donc on a le dérushage, on a le pré-montage, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux et l'export pour le final. Comment tu fonctionnes avec ces gros fichiers? Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle des proxys? Alors de plus en plus, mais ça dépend des projets. Donc les proxys, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un fichier compressé avec une définition moindre d'un autre fichier vidéo, donc avec sa définition d'origine. Donc typiquement, on va avoir un fichier d'origine en Ultra HD, on va créer un proxy à côté en 720p par exemple, avec des codecs, un codec ProRes par exemple, qui va nous permettre d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à utiliser après sur nos logiciels de montage. La problématique, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus d'espace disque puisqu'on va dupliquer chaque fichier, et c'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils prennent forcément moins de place si on utilise des codecs comme le ProRes. Donc c'est quelque chose que je fais sur de gros projets. Lorsque je sais que je vais avoir une complexité de montage qui va vraiment nécessiter que je sois 100% fluide à tout moment. Tout est aussi une question... C'est ça, le fameux temps réel, quoi. Ouais, c'est de la lecture en temps réel, pouvoir appliquer quelques effets de l'étalonnage à nos images et pouvoir les lire en temps réel, c'est un peu... c'est le cheval de bataille, quoi. Mais t'as une station Mir, là, pour traiter tout ça? T'as quoi comme station de montage, parce que là ça paraît ça fait un peu peur. Non, pas forcément. Il y a des choses qu'on peut faire de façon très très simple. Moi j'utilise un ordinateur, alors certes assez onéreux, mais pour digérer tous ces fichiers. Et tu vois, aujourd'hui on a Apple qui sort, c'est pas récent, mais voilà, ils viennent d'annoncer 2 nouveaux MacBook avec des puces M1 encore plus performantes. De ce que j'ai pu voir pour faire du montage sur nos logiciels, c'est juste un régal. En termes de gestion comme ça de fichiers vidéo, c'est juste incroyable. Donc on va dire que la technologie suit quelque part, si tu veux. Donc les proxys vont être utiles lorsque vraiment on a des fichiers trop lourds et que notre machine ne va pas réussir à les gérer. Mais très souvent, si on a une machine qui suit, on n'a pas forcément besoin des proxys, quoi. Et à savoir que les proxys, on peut les créer, les générer souvent directement sur le boîtier, notamment sur mon A7S3, je peux directement créer des proxys sur la carte, ça évite de les générer après sur l'ordinateur et d'attendre sur l'ordinateur. Bon, on le voit, c'est quand même un sujet qui est assez technique, assez compliqué, toutes ces considérations de vidéo Ultra HD, que ça soit à la diffusion, à la prise de vue, à la post-production. On pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais il faut que l'on mette un terme à cette discussion et que l'on passe désormais au débrief. Nous sommes toujours avec Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition en vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ?
Alors, je pense qu'il faudra retenir l'essentiel, forcément, c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tout dépend de votre projet, effectivement du support de diffusion, mais d'une façon générale, mon conseil, ce serait quand même d'utiliser les pleines performances du matériel que vous avez acheté pour le rentabiliser forcément, pour être future-proof, donc préparer l'avenir en termes de captation, quitte à diffuser aujourd'hui dans des définitions moindres si vous le souhaitez. Et bien sûr, surtout, de toujours axer vos productions vidéo autour d'un sujet, d'une histoire, d'une narration, puisque ça reste l'essentiel, de ne pas se focaliser forcément sur les avancées technologiques en termes de nombre de pixels, mais aussi penser à la lumière, à l'audio, et, je viens de le dire, à la narration, à ce que vous filmez, et tout dépendra de ça, mais gardez en tête forcément que l'avenir, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, sans doute de très haute définition, enfin, ça ferait quasiment aucun doute, donc il faut s'y préparer. Et c'est un petit peu tout ce que je peux vous conseiller. Ayez conscience que ce sera le standard de demain et composez avec, tout simplement. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages à tourner en ultra haute définition? Les avantages, prévoir l'avenir, je viens de le dire. Moins de bruit généralement dans son image, on va réussir à capter sans doute plus de lumière, plus de détails forcément, donc on va pouvoir avoir plus de liberté en post-traitement en termes de recadrage, de réalisation de panoramique, de stabilisation potentielle de l'image si on a une vitesse d'obturation assez conséquente, on va pouvoir faire du tracking aussi pour les gens un petit peu plus techniques, pouvoir placer des objets dans son image, faire des effets spéciaux plus facilement, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas c'est un avantage. On aura souvent une meilleure prise en charge des couleurs, de la profondeur des couleurs. Voilà, globalement, et puis on n'en a pas parlé, mais pour les photographes qui nous écoutent, certains réalisateurs, certaines personnes aiment bien tirer des images fixes aussi, des vidéos très haute définition, et c'est vrai que ça, forcément, sur une image Ultra HD, 6K, 8K, 12K, ça devient un bonheur. On n'a plus besoin forcément de faire en plus des photos, dans certaines situations, bien sûr. Ouais, ça fait un peu flipper les photographes d'action ou sportifs. Hein. Peut-être que sur un 100 mètres, on pourra juste filmer la séquence en 8K, extraire des images, et voilà. Mais enfin, ça, c'est un tout autre sujet. Il y a un point qu'a abordé Philippe Brelot, qu'on a écouté durant l'émission. Il parlait aussi de filtres qu'il utilise pour atténuer la netteté, tellement il a des images piquées quand il est en 6K. Ça, c'est quand même marrant, quoi. C'est-à-dire que finalement, on cherche à avoir l'ultra haute définition, puis finalement, on se rend compte que les images sont tellement détaillées qu'il nous faut des images plus douces. Quel drôle de paradoxe. C'est marrant quand même. Écoute, je pense qu'il serait d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense qu'on avait déjà le souci en Full HD. Si tu veux, la problématique, elle était moindre, effectivement, la problématique, mais derrière, c'est plus le rendu d'un capteur numérique qui pose problème. C'est toujours une image très piquée qu'on va obtenir. Et c'est vrai qu'utiliser donc un fil de diffusion, c'est quelque chose que je fais aussi par exemple en 6K ou même sur la 7S3 en Ultra HD, ça permet d'adoucir, mais et se rapprocher un petit peu de ce qu'on pouvait avoir en analogique en fait. Donc c'est vrai que certaines personnes, certains vidéastes, certains réalisateurs vont peut-être vouloir filmer en Full HD pour justement avoir plus un peu de cet aspect un peu plus granuleux dans l'image. C'est vrai que ça se remarque, et donc avoir ce type de filtre, ça peut c'est souvent assez indispensable pour se rapprocher de ce qu'on appelle un look cinéma en fait, hein. Ce qu'on voit au cinéma, les réalisateurs utilisent souvent ce type de filtre. On voit souvent cette problématique aussi sur les images de drones, typiquement les drones, les plus connus, les DJI, on a souvent une image très piquée. C'est dû au fait qu'il y a un post-traitement interne qui est appliqué pour essayer de rendre l'image flatteuse, donc avec pas mal de netteté ajoutée en post-traitement en interne dans le boîtier. Mais effectivement, c'est pas forcément très agréable à regarder au final, quoi. Alors Philippe m'expliquait pendant notre entretien que un des postes de coût quand on tourne en Ultra HD, c'est le maquillage, puisque le maquillage des acteurs, hein, évidemment, puisque au moment de l'arrivée donc du cinéma numérique en 2K, le maquillage a dû évoluer. C'était plus possible d'utiliser des poudres comme on utilisait du temps de l'argentique. Donc ils ont développé ce qu'on appelle des maquillages fluides, et que maintenant avec l'ultra haute définition 6K, 8K et même 12K, le maquillage fluide ne suffisait pas, et il va donc falloir développer de nouvelles sortes de maquillage pour qu'il ne se voit pas sur le visage des acteurs et des actrices. Ça fait une belle problématique écologique en perspective, intéressant. Olivier, quelles sont les contraintes à tourner en ultra haute définition ? Les contraintes, la taille de fichier, le coût global. Donc tu viens de parler d'un autre aspect que je rencontre pas, enfin que je ne connais pas de mon côté, mais
effectivement, ça fait sens. La problématique du stockage, forcément. On parlait aussi brièvement du coût potentiel des assurances pour le matériel, des compétences aussi pour la gestion des fichiers derrière, au niveau des monteurs et des étalonneurs. Donc voilà, c'est plus la nécessité aussi, on a parlé des proxys, la nécessité potentielle de travailler avec des proxys, donc des tailles de fichiers un petit peu réduites en parallèle pour pouvoir mieux gérer les fichiers d'origine. Donc voilà, plutôt des problématiques liées aux technologies d'aujourd'hui qui vont évoluer petit à petit, qui évoluent tous les mois en fait au final, et qui seront peut-être plus, qui seront des problématiques permanentes, mais avec aussi une évolution permanente. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a aujourd'hui pour gérer de l'Ultra HD et de la 6K seront des problématiques dans quelques années pour gérer de la 8K et de la 12K. Et on arrivera peut-être dans 5-10 ans à gérer très bien de la 6K, mais pas encore de la 12K. Je le vois plutôt comme ça. Selon toi, quelle est la définition ou le mode d'enregistrement idéal à l'heure actuelle avec du coup, le meilleur équilibre entre avantages et contraintes? Et si tu peux préciser, pardon, on n'en a pas parlé, si tu peux préciser aussi les compressions, les débits, où tu vois, est-ce qu'il faut tourner en 4.2.0, 8 bits, est-ce qu'il faut vraiment privilégier le 4.2.2 10 bits? Tu peux en dire un mot peut-être. Ouais, bien sûr, alors ça devient tout de suite très technique, je pense pas qu'on ait le temps d'expliquer ce que c'est, mais en gros c'est le taux de compression de son image et aussi l'échantillonnage des couleurs avec ce qu'on appelle des bits, 10 bits, 12 bits, 8 bits, etc. De toute façon, c'est pas tant nous qu'allons choisir, c'est plus le boîtier qu'on a entre les mains qui va nous poser des limites, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt partisan d'utiliser les pleines performances de ce qu'on a acheté pour aussi rentabiliser notre achat. Donc, et puis qui peut le plus peut le moins, tu vois, c'est un peu aussi ma conclusion quelque part. Aujourd'hui, si vous avez un boîtier qui filme en Ultra HD, on a tous des smartphones aujourd'hui, quasiment tous des smartphones qui sont capables de filmer en Ultra HD. Alors certes, l'image est compressée, on a un tout petit capteur, etc., mais ça reste quelque part de l'Ultra HD. Donc autant filmer en Ultra HD quand vous pouvez le faire. Aujourd'hui, en 2021, c'est quand même mon conseil. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, c'est ma façon de voir les choses. Mais je dirais, voilà, aujourd'hui, l'Ultra HD, pour moi, c'est quasiment déjà le nouveau standard. Autant l'utiliser. Le stockage n'est plus forcément un énorme souci en Ultra HD. La diffusion non plus. On est tous fibrés. On pourra bientôt faire tous des lives en Ultra HD. Bref. Je pense qu'on peut se le permettre. Et si vous voulez faire des ralentis et que vous ne pouvez pas le faire en Ultra HD, faites vos ralentis en Full HD. Potentiellement diffusez-les comme ça sur les réseaux sociaux, ce sera très bien, largement suffisant vu les compressions qu'appliquent les réseaux sociaux. Mais si vous voulez faire un petit court-métrage et upscaler cette Full HD en Ultra HD, c'est pas grave non plus, vous pouvez vous le permettre. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Merci à vous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. On attaque le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qui le t'ont posé via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Olivier, est-ce que tu as bien compris la consigne ? Yes, go. La première question nous vient d'un certain Alexandre. Alexandre se demande si la 12K n'est-elle pas trop contraignante à utiliser ? Évidemment que c'est très contraignant et je pense que c'est pas demain la veille qu'on l'utilisera au quotidien. Ça reste un usage très spécifique qui est pas du tout adapté au grand public à ce jour en termes de production. On filme quoi avec de la 12K ? On filme à mon avis de la fiction. Il y a quoi qui filme en 12K ? On va filmer à mon avis, on filme surtout des plans dans lesquels on va vouloir intégrer beaucoup d'effets spéciaux. À mon avis, c'est surtout utilisé pour ça. Mais c'est pas quelque chose que j'utilise de mon côté. On appellera Christopher Nolan, peut-être qu'il en utilise un peu. Deuxième question qui nous vient d'un certain François. François se demande quel est le meilleur hybride à l'heure actuelle pour faire de la vidéo. Il n'y a pas de meilleur hybride. Le meilleur hybride, c'est celui avec lequel tu es à l'aise, que tu as envie de sortir. C'est un boîtier qui te procure du plaisir à l'utilisation en termes d'ergonomie, en termes de rendu d'image, puisque chaque marque va avoir un look un peu différent en termes d'image.
Voilà, c'est un petit peu ma réponse un peu bateau, mais le meilleur boîtier, c'est celui que tu as sur toi. Ça, c'est très langue de bois. Hein. Le meilleur, et la question, c'est le meilleur. Alors, en termes de spec pur, ce serait lequel s'il fallait en citer? Aujourd'hui, le Z9 de chez Nikon a quand même cassé des culs, si je peux me permettre. Mais tu vois, ça va durer un temps et derrière, les autres marques vont réenchaîner. Aujourd'hui, tu as le Z9, le R3 chez Canon et l'Alpha One chez Sony qui sont sur le podium, on va dire. Donc, chacun avec leurs avantages et inconvénients. Si tu aimes quelque chose de compact et de léger, tu vas aller chez Sony. Si tu veux quelque chose un peu plus machine de guerre, tu vas aller chez Nikon actuellement, et le R3 qui est, on va dire, un équilibre entre les deux. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Claire. Claire se demande: quel conseil pourrais-tu donner pour percer sur YouTube en vidéo? Alors tu vois, j'ai répondu hier à un abonné qui m'a demandé comment avoir plus d'abonnés. Je lui ai dit, pose-toi la question de pourquoi tu me suis et pourquoi tu suis certaines personnes, et tu auras le début de la réponse. Donc je dirais que c'est plus essayer de se faire plaisir et de produire du contenu qu'on ne trouve pas encore et qu'on aimerait regarder en couple par exemple, ou en famille. Se dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais regarder sur Internet, et si je le faisais? Et enfin, dernière question, une question concoctée par mes soins, une question qui tue. Olivier, Canon, Nikon, Sony ou Panasonic? J'ai le droit à un joker ou pas? Non. Alors, pas Panasonic parce que j'ai du mal avec leur autofocus. Actuellement, je dirais... Actuellement, forcément Sony parce que c'est le matos que j'ai et les optiques que j'ai. Si je devais repartir à zéro, peut-être que je donnerais une chance au Z9 juste pendant quelques semaines pour voir si je m'habitue à un gros boîtier comme ça. Mais je pense pas en avoir non plus le besoin. Donc je vais utiliser mon joker que tu ne m'as pas autorisé, ça veut dire Hasselblad 503 CW. Voilà, mais ça ne filme pas. Oh, bien joué, bien joué. Merci beaucoup, Olivier. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Olivier, écoute, c'est toujours un plaisir de t'avoir à nos micros. Tu es passionné, tu es très pédagogue. On te remercie infiniment de te prêter à cet exercice depuis le lancement de ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup de penser à moi. Olivier, quelle est ton actualité en ce moment? Alors l'actualité, tu en as parlé rapidement en introduction. Je suis en plein travail de mon nouveau programme de formation en ligne, donc ça s'appelle l'Académie des créateurs, qui sera disponible dans les mois qui viennent, avec tout un programme très complexe, que ce soit en photo et vidéo, avec d'autres formateurs que moi aussi, histoire d'apporter beaucoup de notions et de savoir dans plein de domaines pour les créateurs en tout genre. Mon podcast Secret de Créateur qui est censé aussi un petit peu reprendre vie ces prochains mois, je l'espère. En tout cas, ça me donne de la motivation de vous avoir aujourd'hui, d'être aujourd'hui dans votre podcast. Et puis sinon, toujours ma chaîne YouTube, Olivier Schmitt, mon Instagram @toutifr, et puis le site du guide photo vidéo que je vous invite à aller visiter si vous cherchez du matériel photo et vidéo, que ce soit des stabilisateurs, des drones, des boîtiers. Vous avez de quoi comparer les différents produits et trouver plein d'articles pour vous conseiller sur vos achats. Merci une nouvelle fois, Olivier, puis on espère te retrouver peut-être en saison 4 en début d'année prochaine pour une nouvelle émission autour de la vidéo, ou pourquoi pas même de la photo argentique et du tirage argentique dans Faut pas pousser les ISO. Merci à vous. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo cette semaine? Alors, on retrouve le guide matériel de l'année, le guide d'achat des optiques, des boîtiers, avec plein d'argentique dedans aussi, et de matériel d'occasion. Et puis le nouveau numéro qui sort cette semaine en kiosque avec un gros dossier sur la retouche. On a parlé post-prod là en vidéo, là on parlera de retouche photo, appliquée à la photographie de paysage, avec aussi une prise en main de l'Alpha 7 IV assez généreuse. J'ai pu la voir pendant quelques temps, donc je vous en dis quelques mots dans le magazine, ainsi que du Z9, qui est effectivement un boîtier quand même assez conséquent et important pour Nikon et pas que. La semaine prochaine, on revient dans l'univers de la photo et on va s'intéresser à l'exercice du reportage documentaire. Nous aurons le plaisir de recevoir à nos micros la photographe Florence Joubert et le photographe Jean-Christophe Bécher qui vont vous donner de précieux conseils pour concevoir, écrire et réaliser un reportage photographique documentaire. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.